Bonjour et bienvenue à cette nouvelle présentation de bilan de la pandémie de la COVID-19 2020-2023. Et aujourd'hui, nous allons parler des vaccins qui ont vraiment changé le cours de cette pandémie. Et un petit souvenir ici, on voit une de nos personnalités, en l'occurrence notre Premier ministre du Québec, qui se faisait vacciner publiquement en fin 2020, début 2021, pour évidemment inciter les gens à faire de même. Donc, on va commencer par expliquer un petit peu ce que sont les principaux vaccins contre la COVID-19 qui existent, qui ont été approuvés. Premièrement, il faut savoir qu'il y a euh, à ce jour 40 vaccins qui ont été approuvés dans le monde. Donc, évidemment, il y en a certains qui sont beaucoup plus largement utilisés que d'autres. On va parler ici de ceux qui sont utilisés, dans le fond, de ceux qui sont approuvés dans plus d'une dizaine de pays, mais il y a une multitude de vaccins qui ont été approuvés et utilisés dans un pays seulement. Donc, tous les vaccins pour la prévention de la COVID-19 visent à introduire dans le corps humain une protéine du virus de la COVID-19. Cette protéine, c'est la protéine de surface qu'on appelle S. S, en fait, c'est pour spicule ou spike en anglais. Et l'objectif, c'est de stimuler la production d'anticorps contre cette protéine. Donc, euh, pour résumer, lorsque cette protéine est présente dans notre corps, elle va être détectée comme n'étant pas une protéine humaine, et donc notre système immunitaire va faire son travail de répondre via la production d'anticorps visant à neutraliser cette protéine. Et les anticorps qui vont apparaître vont empêcher le virus de pénétrer dans les cellules humaines. Et puis, il y a un deuxième mécanisme d'action qui est en fait, qui passe par la destruction des cellules qui sont déjà infectées. Alors, cette protéine, comment est-ce qu'on va l'introduire dans le corps humain? Donc, la stratégie la plus simple en apparence, c'est de simplement produire cette protéine en laboratoire, la purifier, ok, et avoir un vaccin qui est donc constitué de protéines purifiées. Ce type de vaccin, en passant, on les appelle les vaccins sous-unités parce qu'ils sont constitués de seulement une protéine du virus purifié. Alors, il y a de tels vaccins qui ont été développés, par exemple par Novavax ainsi que par la compagnie française Sanofi. Ces vaccins, ce ne sont pas les plus efficaces généralement. En réalité, injecter dans le muscle d'un humain une protéine purifiée n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser intuitivement, n'est pas le meilleur moyen d'en venir à une réponse immunitaire dirigée contre cette protéine pour euh, toutes sortes de raisons. Un deuxième type de vaccin qui a eu un petit peu plus de succès, mais qui lui aussi n'a pas été idéal, ce sont les vaccins euh, qui sont, dans le fond, qui utilisent un vecteur viral, et en l'occurrence, on a utilisé des vecteurs adénoviraux. Okay? Donc, dans ces vaccins, on a une particule de virus adénoviral qui sert à transporter le gène de la protéine de spicule. Et c'est ce qui est injecté chez les gens. Alors, euh, une fois que le gène est introduit dans les cellules humaines par le vecteur qui est un adénovirus, eh bien, ce gène va être exprimé. Et donc, nos cellules humaines vont produire la protéine S
OK? Et ensuite, il y aura évidemment donc réponse immunitaire contre cette protéine S exprimée dans nos cellules. Donc, on pourrait dire que c'est une sorte de vaccin sous unité parce que là encore, il y a seulement la protéine S du virus qui est exprimée, mais on n'appelle pas ça un vaccin sous unité, on appelle ça un vaccin de type vecteur. OK? Et pour résumer, on va dans cette présentation, et puis plus généralement, on appelle ça des vaccins adénoviraux. Un troisième type de vaccin, ce sont ceux qui ont été les plus populaires et puis les plus performants également. Ce sont les vaccins utilisant un ARN messager. Donc là encore, on va transporter le gène de la protéine S dans les cellules humaines. Mais cette fois-ci, ce n'est pas de l'ADN qu'on va apporter. Et puis, il n'y a pas utilisation de vecteur viral. On va simplement injecter de l'ARN messager qui est en fait, en quelque sorte, l'intermédiaire entre l'ADN et la protéine. Cet ARN messager, on n'injecte pas seul, il est en fait emprisonné dans des particules de liposome. Okay? Et ça va faciliter l'introduction de cet ARN messager dans nos cellules. Là encore, l'injection, elle est intramusculaire, comme pour les vecteurs adénoviraux, puis comme pour les vaccins sous unité. Et comme pour les vecteurs adénoviraux, eh bien, ce sont donc nos cellules, comme je l'ai dit, qui vont produire la protéine S, et puis ça va aboutir à une réponse immunitaire sous la forme d'anticorps dirigés contre cette protéine. Un autre type de vaccin qui est une stratégie beaucoup plus ancienne, en fait, et qui a été utilisée, pas tellement au Canada ni en France, mais ça a été utilisé au niveau mondial dans plusieurs pays importants. Eh bien, c'est ce qu'on appelle un vaccin inactivé. Donc, pour produire un tel vaccin, on commence par amplifier le virus, donc le virus de la COVID-19, le virus normal, OK? Euh, ça a été fait dans une lignée cellulaire particulière qu'on appelle des cellules virus. Ce sont des cellules de singes qui sont très permissives pour l'infection par toutes sortes de virus. Et une fois qu'on a obtenu d'énormes quantités de ce virus, après amplification, eh bien, on va tuer ce virus en l'inactivant au bêta-propiolactone. Le bêta-propiolactone, c'est l'agent qui est le plus souvent utilisé pour faire des vaccins inactivés. Ce que ça va faire, c'est que ça ne va pas abîmer les protéines du virus, mais ça va traverser le virus et aller endommager le génome du virus, en l'occurrence l'ARN du virus. Et donc, ça va tuer le virus de cette façon sans endommager les protéines. Et ça va permettre d'obtenir des particules virales qui sont inactivés, mais qui peuvent encore éliciter une réponse immunitaire. Et ces vaccins inactivés ont été particulièrement produits en Chine, notamment on a le vaccin Sinopharm ainsi que le vaccin Coronavac. Pour les deux autres types de vaccins, je n'avais pas fait le détail, mais les vaccins ARN messagers, vous connaissez évidemment le vaccin Moderna et le vaccin Pfizer. Et pour les vaccins de type adénoviral, celui qui a été le plus populaire, c'est celui que AstraZeneca a produit en collaboration avec l'Université d'Oxford en Angleterre. Et puis, le vaccin Janssen, autrement dit, c'est la compagnie Johnson Johnson aux États-Unis. Un fabricant russe a également produit un vaccin qui s'appelle Sputnik. Okay? Ces vaccins ont d'une façon générale, été moins efficaces que les vaccins ARN messagers. Aussi, il y avait un petit peu plus d'effets secondaires et pour cette raison, ils sont un petit peu mis de côté. Notamment, il y a plus de vaccins AstraZeneca, à ma connaissance, qui est proposé au Canada présentement. Parmi les 40 vaccins qui ont été approuvés jusqu'à maintenant, il n'y a encore aucun vaccin de type atténué. Je le précise parce que c'est une méthode de génération de vaccins qui est quand même très, très connue, utilisée pour tout un tas de maladies comme la rougeole, par exemple. Et cette stratégie de vaccin atténué, en fait, elle passe par la création de souches virales qui sont moins euh, moins pathogénique que la souche ordinaire. Euh,
mais qui sont capables d'infecter un petit peu une personne avant d'être neutralisés par la réponse immunitaire. Donc, ce type de vaccin est généralement le plus efficace, les vaccins atténués. Cependant, ils sont aussi souvent les plus longs à produire parce qu'il faut arriver à un vaccin atténué, puis montrer que l'atténuation est suffisante, etc., etc. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas eu. Ça ne signifie pas que dans le futur, il n'y en aura pas parce que de tels vaccins sont présentement en essai clinique. Donc, pour en venir maintenant au côté vraiment bilan de, ce- euh, de tout ce qui a trait au vaccin contre la COVID, hein, on va commencer par dire ce que vous savez évidemment déjà tous, c'est que l'efficacité de ces vaccins, malheureusement, s'est avérée de relativement courte durée. Okay? Les essais cliniques initiaux des vaccins, par exemple ici un vaccin à ARN messager de Pfizer, les essais cliniques initiaux étaient vraiment très, très, très encourageants. Alors ici, on voit un essai clinique qui a mobilisé des dizaines de milliers de volontaires séparés en deux groupes, certains qui étaient vaccinés, c'est le groupe bleu, certains qui n'étaient pas vaccinés, c'est le groupe rouge. Et puis, après la vaccination, on suivait à chaque jour combien il y avait de personnes de chaque groupe qui étaient euh, qui devenaient infectées avec symptômes et donc avec une infection qui était confirmée par un test PCR. Et vous voyez que dans les 7 premiers jours environ, 7 ou 8 premiers jours, il n'y a pas d'effet du vaccin, ce qui est normal. Okay? Les vaccins, ça prend environ une dizaine de jours avant d'être vraiment efficace. Mais à partir du moment où c'est efficace, il y a à peu près plus personne qui était infecté par la COVID de façon symptomatique euh, chez les gens vaccinés, alors que vous voyez que ça continuait à progresser allègrement chez les gens non vaccinés. Donc ça, c'est des niveaux de protection qui étaient calculés à environ 95% après 2 doses, ce qui est très, très élevé. Okay? Malheureusement, par la suite, on a vu que la protection ne durait pas aussi longtemps qu'on le voulait. Il y a eu une multitude d'études qui ont démontré ça. Je vais juste vous en montrer une qui est intéressante. Elle a été faite chez une population qui est particulièrement susceptible aux complications par la COVID, puisque ce sont des personnes âgées, plus précisément des vétérans américains. Alors, aux États-Unis, il y a un réseau d'hôpitaux qui sont spécifiquement dédiés aux soins pour ces vétérans. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est que à chaque fois qu'un vétéran se présentait dans un hôpital pour n'importe quelle raison, et qu'il y avait un test COVID qui était fait, évidemment parce que la personne avait des symptômes respiratoires, eh bien, il cherchait à voir si la personne avait été vaccinée et si oui, combien de temps avant. Donc, ça permet d'obtenir ce genre de courbe. Ça permet de démontrer, donc, de calculer les, le niveau de protection qui est conféré par chacun des vaccins en fonction du nombre de la durée depuis laquelle la personne a été vaccinée. Donc là, en l'occurrence, toutes les personnes avaient été vaccinées avant le mois de mars 2021. OK? Et avec pas d'autres vaccinations après le mois de mars. Et vous voyez que le niveau de protection baisse de façon vraiment significative. Et 6 mois après, enfin au moins 6 mois ou plus après la dernière vaccination, eh bien, on a quasiment plus de protection pour les gens qui étaient vaccinés avec le vaccin Johnson Johnson. Et on a seulement environ 45% de protection pour le vaccin Pfizer et puis 60% pour le vaccin Moderna, ce qui est vraiment
je vous dirais, insuffisant là, par rapport aux attentes qu'on pourrait avoir. De plus, un problème dont j'ai parlé dans une autre présentation, c'est que l'arrivée des souches Omicron a complètement changé le visage de la pandémie. Et puis, les gens qui avaient été vaccinés avec ces vaccins, qui ont été conçus en 2020, eh bien, étaient beaucoup moins protégés contre les souches Omicron. Heureusement, les souches Omicron sont en fait moins pathogéniques que ces souches de 2020. Sinon, on aurait eu beaucoup plus de décès lors de la première vague Omicron fin 2021, début 2022. Cela étant dit, même compte tenu de ces limitations, eh bien, les vaccins ont vraiment fait une différence. Il y a beaucoup d'études qui existent et qui démontrent euh, que lorsqu'on était vacciné, on avait beaucoup moins de chances d'être malade, d'être très malade et d'être hospitalisé et de décéder. Donc, simplement à titre d'illustration, je vais vous montrer deux de ces études qui ont été toutes les deux faites en 2021, qui proviennent d'ailleurs, qui avait été rapporté dans un excellent article de Radio-Canada, dont j'ai mis le lien ici juste en dessous. Alors, la première étude montre les nouveaux cas de COVID-19 en Ontario, sans égard à la gravité de la maladie. Simplement des nouveaux diagnostics positifs basés sur des tests, comme des tests PCR. Eh bien, quand bien même au Canada, à ce moment-ci, incluant donc en Ontario, on avait environ 70% de gens qui étaient déjà complètement vaccinés, c'est-à-dire qui avaient reçu 2 doses de vaccin. Eh bien, vous voyez que la majorité des nouveaux cas correspondent à des gens qui ne sont pas vaccinés du tout, ou bien qui ont reçu une seule dose de vaccin. Les gens qui ont reçu 2 doses de vaccin, en fait, représentent une minorité des nouveaux cas d'infection, alors qu'ils sont la majorité de la population. On voit un petit peu la même chose dans une étude qui a été faite cette fois-ci au Québec, et qui, cette fois, montre l'effet du vaccin non seulement sur les nouveaux cas, mais également sur l'hospitalisation et puis les cas sévères, c'est-à-dire ceux qui se retrouvent aux soins intensifs. Donc, vous voyez que les non-vaccinés, qui, je le redis à ce moment-ci, représentait environ 25 à 30% des Canadiens, eh bien, ils représentent une fraction disproportionnellement élevée des nouveaux cas et encore plus élevée pour ce qui est des hospitalisations et à nouveau encore plus élevée pour ce qui est de ceux qui se retrouvent aux soins intensifs. Donc, clairement, la vaccination protège contre l'infection par COVID, mais surtout contre les complications et puis le décès. Donc, évidemment, on a fait face à un sérieux problème lorsque les souches Omicron sont arrivées. Ce qui se passe avec les souches Omicron, c'est qu'elles ont de nombreuses mutations comparées aux souches qui existaient en 2020 et 2021. Et donc, les anticorps qui ont été produits en réponse à la vaccination, qui sont ici symbolisés en bleu, sont moins efficaces pour se fixer à un virus Omicron comparé à un virus de 2020. Et donc, l'efficacité vaccinale est moins grande. Donc, évidemment, la démarche logique dans cette situation, c'est de produire de nouveaux vaccins qui sont adaptés aux souches Omicron. Donc, c'est ce qui a été fait. Pas assez rapidement à mon goût, mais c'est tout de même ce qui a été fait. Et puis, en 2022, on a pu avoir accès à ces vaccins. Donc, la plupart de ces vaccins étaient des vaccins bivalents, c'est-à-dire qu'il y avait un mélange moitié-moitié du gène de la protéine S de 2020 et puis du gène de la protéine S de l'un des variants
Omicron. Il y a eu d'autres types de vaccins qui ont été produits, mais pour faire simple, on va s'arrêter là. Malheureusement, ce qu'on a pu euh, constater, c'est que même avec une dose de rappel qui est adaptée à Omicron, les personnes qui avaient été précédemment vaccinées contre la souche de 2020 continuaient à produire majoritairement des anticorps qui neutralisaient efficacement les souches de 2020 plutôt que les souches Omicron. En d'autres mots, lorsque vous donnez une dose de rappel avec un autre variant, votre système immunitaire se souvient tout de même que votre première exposition, c'était avec une autre souche, puis va continuer à privilégier le virus plutôt ancien davantage que le nouveau virus. Et ça explique en partie que ces doses de rappel adaptées à Omicron ont finalement été jugées un petit peu décevantes. Il y avait une plus-value qui est claire, qui est montrée ici. Ici, c'est une analyse du niveau de protection avec le variant. Donc, vous voyez que c'est un petit peu supérieur avec ce qu'on aurait eu euh, euh, pour des doses de rappel qui ne sont pas adaptées à Omicron, mais c'est pas non plus une solution magnifique qui règle tous les problèmes. Okay? Euh, donc, c'est ce que ce collègue ici a dit, c'est pas un bouclier magique contre l'infection. Il n'en reste pas moins qu'à l'avenir, il faudra continuer à aller en direction d'avoir des vaccins qui soient le plus adaptés possible aux doses qui circulent et puis à les produire plus rapidement que ce qu'on a fait dans le cas de Omicron. Alors, quel est le futur de la vaccination contre la COVID-19? Eh bien, plusieurs pensent qu'on va probablement se diriger vers un vaccin annuel contre la COVID-19 de façon très similaire à ce qui est fait pour la grippe. C'est d'ailleurs le titre de cet article dans Science. Okay? Qui indique que la nouvelle stratégie vaccinale contre la COVID-19 imiterait les vaccins annuels contre la grippe. Donc, il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, on a c'est un virus qui évolue rapidement, de même que le virus de la grippe, et ça aurait du sens de produire un vaccin à chaque année qui ne serait pas nécessairement le même que le vaccin de l'année précédente. Il pourrait changer en réponse aux nouveaux variants. De plus, en termes de campagne vaccinale, une campagne vaccinale qui est annuelle, qui est toujours au moment, c'est beaucoup plus facile à organiser que des campagnes qui sont montées dans l'urgence comme on a eu pendant la pandémie de COVID-19. Ne serait-ce qu'au niveau financier, ok, si vous savez que vous allez tous les ans faire une campagne vaccinale à l'automne, comme on fait pour la grippe, ben, c'est beaucoup plus facile de mettre de côté des budgets, ok, vous savez exactement combien ça va vous coûter, c'est similaire d'une année à l'autre. Aussi, il y a une bien meilleure acceptation par le public pour des campagnes qui sont annuelles, régulières, versus des campagnes qui arrivent un petit peu d'un jour à l'autre. On a bien senti pendant la pandémie qu'il y avait une fatigue vaccinale qui s'installait assez rapidement. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne sont jamais allés chercher leur dose de rappel adaptée à Omicron pour cette raison qu'ils avaient déjà eu plusieurs vaccins et commençaient à être fatigués. Alors, un vaccin annuel, ce serait probablement, il y aurait probablement un pourcentage de vaccination plus élevé que des campagnes ponctuelles. Le problème, c'est que COVID, pour le moment, n'est pas une infection saisonnière. Ça va peut-être le devenir, mais pour l'instant, ça l'est pas. On continue à avoir des vagues. Là, présentement, les vagues sont petites, ok? Mais on continue à avoir des vagues de COVID qui sont associés à des nouveaux sous-variants de Omicron qui se produisent dans certains pays, par exemple en Chine présentement, mais ailleurs aussi. Et on ne constate pas de
de pics d'infection qui seraient réguliers. Alors évidemment, on a eu des vagues à chaque hiver, ok? Alors peut-être que dans le futur, on aurait une seule vague annuelle autour de l'hiver, un petit peu comme la grippe, encore une fois. Puis ça permettrait de planifier les vaccinations à l'automne, exactement comme pour la grippe. On peut même imaginer que on donnerait les deux vaccins en même temps. Ça aurait du sens. On peut même imaginer de les mélanger. Mais c'est trop tôt pour avoir une idée claire concernant cette, ces planifications de vaccination. Ce qui est clair, c'est qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont indiqué qu'ils seraient intéressés par un vaccin annuel j'allais dire contre la grippe, contre COVID, si celui-ci existait. Donc, on voit ici les résultats d'un sondage qui montre qu'environ la moitié des gens seraient effectivement intéressés à recevoir ce vaccin. Également, dans le futur, en fait, plus proche qu'on pourrait le penser, il y aura des vaccins qui vont être administrés dans le nez plutôt qu'injectés dans le muscle. C'est quelque chose dont on parle depuis le début de cette pandémie et quelque chose dont on parlait au sujet d'autres infections telles que le virus RSV, donc le virus respiratoire syncytial, ainsi que le virus de la grippe. Alors, l'idée, c'est de déclencher une réponse immunitaire qui est localisée vraiment dans les voies respiratoires, qui est là où le virus entre dans l'organisme et là où il se développe en majorité. Et les bénéfices de ça, c'est que la réponse immunitaire va être plus rapide en cas d'infection et on espère en fait que non seulement les gens seront protégés contre les complications, comme on a vu pour la COVID, mais même qu'ils seraient protégés contre les symptômes initiaux. Okay? Et en plus, l'autre espoir, c'est que comme le virus serait neutralisé plus rapidement par la réponse immunitaire dans les muqueuses, bien, il y aurait moins de transmission à d'autres personnes. Et donc, ces vaccins seraient efficaces non seulement pour protéger les personnes qui reçoivent le vaccin, mais également pour vraiment enrayer les épidémies. Ce qui n'a pas été tellement le cas pour COVID, donc le variant Omicron a infecté tout le monde, okay, que les gens aient été vaccinés ou pas. Alors, pourquoi est-ce que la réponse immunitaire est plus forte dans le cas d'un vaccin qui est administré nasalement? Puis, premièrement, comment est-ce qu'on les donne, ces vaccins? Mais en fait, on va faire une solution vaccinale, puis on va simplement demander aux gens de respirer un bon coup cette solution. Et puis, euh, euh, le petit liquide, dans le fond, est produit sous forme soit de gouttelettes, ça fonctionne avec des simples gouttelettes, mais encore mieux, on peut l'aérosoler, c'est-à-dire d'avoir vraiment des micro-gouttelettes qui ressemblent beaucoup aux gouttelettes qui portent le virus et qui infectent les gens, en fait. Le fait de livrer le vaccin dans les voies respiratoires, ça fait en sorte qu'il va y avoir production de beaucoup d'un type d'anticorps particulier qui s'appelle les IgA. Alors, les IgA, ils sont efficaces pour protéger les muqueuses. Okay? C'est un type d'anticorps qui est présent dans les voies respiratoires, mais également dans les voies digestives. Ce sont des anticorps qui peuvent traverser les muqueuses pour aller combattre des infections vraiment à la surface du corps. Contrairement aux anticorps de type IgG, qui, eux, sont bien plus présents au niveau du sang et puis de différents organes, mais pas au niveau des différentes surfaces du corps. Puis les IgG, ce sont les anticorps qui sont produits en réponse à un vaccin qui est administré par injection dans le muscle. Okay? Donc, pour les vaccins administrés nasalement, on pense qu'on aurait une meilleure diversité de la réponse. Non seulement on le pense, mais en fait, ça a été démontré déjà. Il y a également des cellules B mémoire qui sont appelées des cellules résidentes, okay, qui se trouvent sur le présente pour une longue durée dans cette muqueuse respiratoire. Puis ces cellules pourraient permettre d'avoir une protection sur le long terme.
Alors, les premiers vaccins intranasaux ont été autorisés depuis quelques mois dans deux pays, la Chine et l'Inde. Et en passant, entre parenthèses, ça montre bien l'évolution euh, de, de, de l'innovation scientifique internationale. Ok, il y a 20 ans, on aurait parié que s'il y avait une grosse innovation comme celle-là, elle se serait faite aux États-Unis, peut-être en Europe. Puis vous voyez aujourd'hui, ben, les innovations se font beaucoup dans les puissances asiatiques comme le Japon, la Chine ou l'Inde. Et puis, c'est vraiment le futur de la science d'une façon plus générale. Alors, on n'a pas encore de résultats, je vous dirais, à grande échelle de l'efficacité de ces vaccins administrés nasalement. Euh, on a quand même des résultats d'essais cliniques, notamment d'essais cliniques qui ont été faits aux États-Unis, parce qu'il y a des compagnies partout dans le monde qui travaillent sur ces vaccins, ok, et qui semblent très prometteurs. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que ces vaccins marchent mieux que les vaccins injectés pour ce qui est des différents bénéfices qu'on attend et que je vous ai expliqués, comme la efficacité sur le plus long terme, moins de symptômes initiaux, moins de transmission, etc., etc. C'est trop tôt pour avoir des certitudes là-dessus. Ce qui est clair, c'est que c'est vraiment une approche qui intéresse beaucoup de gens, de scientifiques et puis de compagnies et des centaines de vaccins intranasaux, pas seulement pour COVID, mais pour d'autres maladies, sont en développement dans le monde et on peut tous s'attendre à se voir administrer de tels vaccins dans notre futur. Ensuite, je voulais terminer vers une autre perspective. Cette pandémie a mis en lumière également c'est les problèmes d'inégalité d'accès aux soins d'une façon générale, mais aux vaccins en particulier. Et il n'y a nulle part sur la planète où ça se fait davantage sentir que sur le continent africain. C'est quelque chose qu'on a vu, qui n'est pas spécifique à COVID, qu'on a vu également pour la variole simienne. Euh, et, euh, et, et vraiment beaucoup d'autres maladies. Donc, comment est-ce qu'on peut euh, essayer de remédier à ça? Ben, en réalité, de plus en plus, on se tourne vers une stratégie où, au lieu de simplement chercher toujours du financement pour fournir des doses vaccinales à l'Afrique à un coût le moins élevé possible, eh bien, si on veut vraiment agir sur le plus long terme, le mieux, c'est d'aider l'Afrique à mettre en place leurs propres unités, puis leurs propres compagnies de production et de recherche vaccinale. Donc, les objectifs qu'on cherche à atteindre ici, c'est de réduire d'abord le coût des doses vaccinales pour que ce soit accessible pour davantage de personnes sur ce continent. Deuxièmement, d'augmenter la capacité de production vaccinale et puis l'expertise également en production vaccinale. Donc, présentement, le continent africain, en fait, ne produit que 1% des doses vaccinales qu'il consomme. Donc, c'est clair qu'il y a une relation qui est déséquilibrée entre l'Afrique et le reste du monde concernant les vaccins et cela doit changer. Troisième objectif, c'est que euh, développer une économie d'industrie vaccinale en Afrique ferait en sorte de faciliter en fait la mise au point de vaccins contre des maladies qui sont des maladies tropicales négligées. Okay? Euh, la majorité des vaccins qui existent présentement sont des vaccins qui sont dirigés pour des maladies qui ciblent les pays qui peuvent se permettre de payer pour ces vaccins. Donc, essentiellement, ce sont les pays les pays, ce qu'on appelle les pays euh, nordiques, entre guillemets, c'est-à-dire Amérique du Nord et puis Europe. Euh, et il y a tout un tas de maladies qui, euh,
parfois touchent quand même beaucoup de gens et qui, malheureusement, en quelque sorte, sont limités aux tropiques, ce qui fait en sorte qu'il y a moins d'incitatifs présentement, moins d'incitatifs économiques pour développer des vaccins. Et ça pourrait changer si l'expertise existe maintenant dans les régions qui sont touchées. Alors, les bonnes nouvelles, justement, c'est que les choses commencent à changer. Et puis, pendant la pandémie, il y a eu un centre de transfert technologique qui a été construit, qui est spécialisé dans les vaccins ARN messagers. Ça a été créé au Cap, en Afrique du Sud, qui est un des pays d'Afrique où la recherche médicale est la plus active. Alors, les difficultés qui ont été rencontrées jusqu'à présent sont notamment des difficultés légales, c'est-à-dire qu'évidemment, euh, on, on, ces nouveaux centres ou ces nouvelles compagnies ne peuvent pas simplement copier des vaccins qui existent déjà, euh, parce qu'évidemment, ces vaccins qui existent déjà sont la propriété intellectuelle de compagnies. Alors, il faut passer des contrats de licence, ou bien il faut développer des nouveaux vaccins complètement. D'autres difficultés sont au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Alors, un vaccin, en réalité, ce n'est pas quelque chose qui est fait d'une seule molécule, sauf certains vaccins de sous-unités dont je parlais plus tôt. Mais généralement, il y a quand même un certain nombre de composants, puis les vaccins les plus complexes peuvent requérir jusqu'à 200 composantes différentes pour être fabriqués. Donc, ces matériels, il faut les obtenir et parfois, ça peut être beaucoup plus difficile à obtenir sur le continent africain que dans d'autres régions. Et en dernier, comme on pourrait s'attendre, il y a des difficultés de capital, c'est-à-dire que il faut qu'il y ait des investisseurs qui soient prêts à prendre des risques euh, sur cette nouvelle économie et c'est encore un, un problème évidemment pour l'Afrique. Mais clairement, ça s'en va dans la bonne direction et on peut espérer que pas dans les prochaines années, mais pour les prochaines générations d'Africains auront accès à des vaccins fabriqués en Afrique. Alors, je vous remercie pour votre attention et puis je souhaite une bonne journée ou soirée à tout le monde. Merci.